Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se lance dans un exercice un peu spécial. Un défi même. On a juste sous les yeux une fiche de statistiques. C'est tout? C'est tout. Une feuille, des chiffres. Pas d'image, pas de résumé de match, rien. Et notre mission, ça va être de jouer les détectives pour reconstituer la performance d'un joueur. Et c'est un exercice que j'adore parce que ça nous force vraiment à aller au-delà de la première impression. Une feuille de match, ça peut paraître froid, impersonnel. Carrément. Mais en fait, si on sait où regarder, c'est une mine d'informations. C'est presque du profilage en fait. Exactement. Alors, le match en question, West Ham contre Manchester United en Première Ligue. Le score final, 1-1. 1-1. Un match nul donc. Voilà. Et le joueur qu'on passe au crible, c'est El Hadji Malick Diouf, le milieu de terrain sénégalais de West Ham. On va décortiquer ses stats sur les 80 minutes qu'il a joué et voir ce que cette histoire, racontée en chiffres, nous révèle sur son impact réel. Allons-y. Le puzzle est sur la table, il n'y a plus qu'à assembler les pièces. Bon, pour commencer, le contexte, c'est hyper important. On l'a dit, 1-1. West Ham a ouvert le score. Il menait grâce à un but de Thomas Souček à la 50e minute. D'accord, donc ils ont eu l'avantage pendant une bonne partie de la seconde mi-temps. Exactement. Sauf que, voilà, Manchester United égalise à la toute fin. Benjamin Sesko à la 90 plus 6e. Psychologiquement, c'est un nul qui a un peu le goût amer d'une défaite pour West Ham. Ah oui, c'est un point crucial ça. Ce n'est pas un bon point de pris, c'est 2 points de perdu. L'ambiance à la fin du match n'est pas du tout la même. Et ça influence forcément la perception de la performance de chacun. Et l'autre joueur, El Hadji Malick Diouf dans tout ça. Première info, son temps de jeu, 80 minutes. C'est un titulaire, il a commencé le match. Ce qui me frappe tout de suite, c'est qu'il sort à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ce qui veut dire qu'il n'est plus sur le terrain au moment où United égalise. Voilà. À la 96e minute, c'est une information capitale à garder en tête. On ne peut pas lui imputer directement ce but encaissé. Sa mission, elle s'est terminée à la 80e minute et à ce moment-là, son équipe menait 1-0. Exactement, son équipe gagnait. Correct, sans plus. C'est ça. C'est pas bon, c'est pas vraiment mauvais, on est dans la moyenne, c'est ça. C'est exactement ça. Un 6,8, c'est la définition même de la performance solide. Le joueur a fait son travail, il a été compétent, mais ce n'est pas la note de l'homme du match, celui qui a crevé l'écran. Ni celle du joueur qui est passé à côté. Voilà, c'est la performance du bon soldat. Il a tenu son poste, il a fait ce qu'on lui demandait. Le bon soldat. J'aime bien cette image. Mais justement, pour comprendre pourquoi il a eu cette note, il faut creuser. Qu'est-ce qu'il a fait, concrètement, quand son équipe avait le ballon? Allons voir son travail en possession. C'est là que le profil commence à vraiment se dessiner. Bon, premier chiffre, 51 touches de balle. En 80 minutes, c'est pas énorme, mais ça va. Ça montre qu'il a participé au jeu. Oui, 51 touches, il n'a pas été invisible. Le jeu est passé par lui de manière assez régulière. Ce n'est pas le métronome de l'équipe, le genre de joueur qui va toucher sans ballon, mais il est bien intégré dans la circulation. C'est une base saine. D'accord. Le ballon est passé par lui. Mais là où ça se corse un peu, c'est ce qu'il en a fait. Les passes, 27 réussies sur 38 tentées. Ça fait 71% de réussite. Et là, franchement, ma première réaction, c'est de me dire que c'est faible. Pour un milieu de terrain de Première Ligue, 71%, ça suggère pas mal de déchets, non? C'est une réaction tout à fait normale et sur le papier, tu as raison. Si on compare aux grands spécialistes du poste qui frôlent les 90-95%, 71%, ça paraît bas. On est d'accord. Mais c'est précisément là que l'analyse devient intéressante. Un pourcentage brut, ça ne dit rien de l'intention du joueur. Un joueur peut avoir 98% de passes réussies en ne faisant que des passes de 5 mètres en arrière. Son impact sur le jeu se rapproche de 0. D'accord, donc il faut regarder la nature de ces passes, surtout celles qui sont ratées. Exactement. Et les stats qui suivent nous donnent la clé. Regarde les passes dans le dernier tiers du terrain 5 réussies sur 8 tentées. Ok. Ça nous dit déjà qu'il n'a pas joué à la sécurité, il a tenté des choses dans la zone la plus difficile, là où il y a le plus de monde, le moins d'espace. Il a cherché à être dangereux, mais c'est la stat d'après qui, pour moi, éclaire absolument tout. Les passes longues. 5 réussies sur 11 tentées. On y est. Pour moi, c'est le chiffre le plus révélateur de toute sa fiche de stats. 11 passes longues tentées en 80 minutes. Mais c'est énorme. Le gars a passé son temps à vouloir allonger le jeu. C'est ça. Le taux de réussite est faible, 45%, d'accord, mais l'intention, elle est limpide. C'est ça le cœur de sa performance offensive. Ce joueur n'est pas un gestionnaire, un comptable. C'est un preneur de risques.
Tenter 11 passes longues, c'est le signe d'un joueur qui cherche en permanence la verticalité, le renversement de jeu, la passe qui va casser une ligne. Et lancer une contre-attaque. Exactement. Et ce sont ces passes-là les plus difficiles qui plombent son pourcentage global. Il a, en quelque sorte, sacrifié la sécurité statistique pour tenter de créer le danger, le chaos chez l'adversaire. Donc ce fameux 29% de déchets, ce n'est pas forcément des passes faciles qu'il a ratées, mais plutôt des tentatives ambitieuses qui n'ont pas abouti. C'est très probable. Et si on ajoute la dernière stat offensive, un seul centre tenté et raté, on a une image assez claire. Ce n'est pas un ailier. Non. C'est un créateur, un distributeur, sûrement positionné un peu plus bas sur le terrain, dont le rôle est d'allumer les mèches. Il est là pour la passe qui peut faire mal, pas pour la possession stérile. Quitte à perdre des ballons en chemin. D'accord. Le profil du créateur un peu kamikaze se dessine, c'est clair. Mais un joueur, c'est aussi ce qu'il fait quand il n'a pas le ballon. Et là, si on regarde les chiffres bruts de sa performance défensive, j'ai l'impression qu'on tombe sur un vrai problème. Disons que la première lecture est déroutante, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Je lis les chiffres et c'est lunaire. Duels aériens remportés, 0 sur 1. 0%. Duels au sol remportés, 1 sur 3. 33%. Et le clou du spectacle, tacle réussi, 0 sur 1. 0% aussi. Mais attends, un seul duel gagné sur 4 au total et 0 tacle réussi pour un milieu en première ligue. On est d'accord que c'est catastrophique. Comment on peut défendre ça? J'ai l'impression qu'il a été complètement transparent dans l'impact physique. C'est le piège parfait de la statistique défensive. Si on s'arrête à ces chiffres-là, la conclusion est simple et brutale. Il a été dépassé, il s'est fait manger dans les duels. Mais oui. Mais la performance défensive d'un milieu de terrain, c'est bien plus complexe que ça. Gagner des duels, tacler, ce n'est qu'une partie du travail. Et parfois, la partie la plus importante, c'est celle qu'on ne voit pas dans ces stats-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut bien contrebalancer des chiffres pareils? 2 autres chiffres. Ils ont l'air anecdotiques, mais en réalité, ils sont la clé de tout. Il a réalisé une interception et 2 dégagements. Une seule interception. Ce n'est pas non plus la folie. Peut-être, mais une interception, c'est l'acte défensif le plus intelligent qui soit. Ça ne demande pas de la puissance, ça demande de la lecture de jeu. Ah, Ça veut dire qu'il a anticipé la passe adverse, qu'il a compris ce que l'adversaire allait faire avant qu'il ne le fasse, et qu'il s'est placé au bon endroit pour couper la trajectoire. C'est le signe d'une grande intelligence tactique. d'accord. Donc, il compense son manque d'impact physique par le placement, par l'intelligence. Oui, c'est tout à fait l'idée. Et les 2 dégagements le confirment. Faire 2 dégagements, ça signifie qu'il est revenu dans sa propre surface de réparation, ou à ses abords, à des moments critiques, et qu'il a soulagé sa défense en balançant le ballon loin devant. Il a fait le sale boulot quand il le fallait. Ah, donc l'image change complètement. Son rôle n'était pas d'aller au contact, de harceler et de tacler le porteur du ballon. Précisément. Ce n'est pas un destructeur ou un ratisseur de ballon, c'est un intercepteur. Il utilise son cerveau plus que ses muscles pour défendre. Il préfère éviter le duel en agissant en amont, en coupant la ligne de passe. Et donc, ses stats de duel sont faibles parce qu'il n'a tout simplement pas eu besoin d'aller au duel. C'est la conséquence logique de son style de jeu. Il n'a pas besoin de tacler s'il a déjà piqué le ballon avant que le duel n'ait lieu. C'est fascinant. C'est comme comparer un boxeur et un joueur d'échecs. Les deux peuvent gagner, mais pas avec les mêmes outils. Lui, il est clairement dans la deuxième catégorie. C'est une excellente analogie. Il n'est pas là pour détruire le jeu adverse, mais pour l'empêcher de se développer. C'est une forme de défense proactive basée sur l'anticipation. Alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on a? Quel est le portrait robot final de ce joueur sur ce match? On a un profil qui est étonnamment cohérent, en fait. Offensivement, c'est un artiste, un preneur de risques qui cherche constamment à créer le danger, quitte à ce que ça ne marche qu'une fois sur 2. Son but, ce n'est pas de garder le ballon, c'est de le faire progresser. C'est ça, de le propulser vers l'avant. Et en défense, c'est un joueur cérébral qui compense un déficit physique apparent par une intelligence de placement et une lecture du jeu au-dessus de la moyenne. Le profil qui se dessine, c'est celui d'un milieu très complet, ce qu'en Angleterre on appelle un box-to-box. Exactement. Un joueur capable d'être influent dans les 2 surfaces, mais pas de la manière la plus spectaculaire. Il influence le jeu par sa vision, par son intelligence tactique, plus que par sa puissance physique ou sa capacité à dribbler 3 joueurs. Et soudain, cette note de 6,8, qui semblait si fade au début, prend tout son sens. Elle est presque parfaite en fait. Oui, Il a été un rouage essentiel,
utile dans plusieurs registres, mais il lui a manqué le geste décisif, le but, la passe décisive, le sauvetage sur sa ligne qui lui aurait valu un 8 ou plus. Il a été le moteur fiable de son équipe pendant 80 minutes. C'est la performance d'un travailleur de l'ombre intelligent. Le genre de joueur que le coach adore parce qu'il rend l'équipe meilleure sans forcément attirer la lumière sur lui. C'est dingue de voir comment, à partir de chiffres qui semblaient contradictoires au premier abord, on a pu brosser un portrait aussi nuancé. On est passé de joueur moyen avec des stats bizarres à milieu intelligent, créatif mais risqué en attaque et cérébral en défense. Ça nous rappelle que les statistiques isolées ne veulent rien dire. Elles ne commencent à parler que lorsqu'on les confronte les unes aux autres, quand on les remet en contexte. C'est l'assemblage des pièces qui révèle la véritable image. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une dernière pensée, un dernier élément qui te vient en tête en regardant cette fiche Bigwekea? Oui, il y a une stat qui manque cruellement ici et qui aurait été passionnante à analyser. La distance parcourue. Ah, oui, bonne remarque, hein. Au vu de la description de son activité, on peut supposer qu'il a énormément couru, ce qui renforcerait encore cette image de joueur polyvalent et travailleur. Mais au-delà de ça, sa performance soulève une question beaucoup plus philosophique, je dirais. Ah oui, laquelle? C'est sa prise de risque. On l'a vu, il ne réussit que 45% de ses passes longues. C'est un chiffre qui interpelle. Et ça pose un dilemme fondamental pour n'importe quel entraîneur qui va bien au-delà de ce simple match. D'accord. À quel moment la prise de risque d'un joueur créatif comme lui cesse d'être un atout pour devenir un handicap pour l'équipe? À force de perdre des ballons en tentant la passe géniale, ne met-il pas son équipe en danger? Où place-t-on le curseur entre la créativité et la sécurité? Le dilemme éternel entre l'artiste et le comptable. Des talents créatifs. Et cette simple feuille de stats, finalement, est la parfaite illustration de ce casse-tête permanent pour un coach.